Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Premier conseil de ministre hier du gouvernement Django Sissoko. C'était sous la présidence du président de la République par intérim qui a rappelé les deux principales missions du moment. Et pour relever le défi, le président de la République invite la nouvelle équipe à l'unité. Ibrahima Traoré était à Koulouba. Palais de Koulouba, la nouvelle équipe gouvernementale prend place sous les lustres de la salle du Conseil pour sa toute première réunion. Le président de la République par intérim ouvre la séance et annonce que les deux défis à relever restent les mêmes. Au boulot maintenant pour récupérer rapidement les régions occupées et organiser des élections crédibles. Un travail urgent qui impose l'unité et la solidarité. Être membre du gouvernement du Mali aujourd'hui relève véritablement du sacerdoce. Ce ne sont que des problèmes à résoudre, que des responsabilités et du travail. Et la seule satisfaction que vous en tirerez, c'est de pouvoir dire un jour, j'ai participé au plus haut niveau à la libération de mon pays. J'ai participé au plus haut niveau à la préservation de la démocratie. Nous aurons besoin de beaucoup de créativité et d'esprit d'initiative. Mais nous aurons besoin surtout d'être unis et solidaires, de former une équipe, une véritable équipe, si nous voulons gagner. Le chef de l'État, par intérim, affirme attendre beaucoup de cette équipe ministérielle. Seul le Mali doit compter en ce moment si difficile de son histoire, a-t-il laissé entendre. Pendant cette période exaltante que nous allons vivre ensemble, nous devons oublier nos couleurs politiques respectives, nos appartenances corporatistes, ethniques ou religieuses, pour ne penser que vert, jaune, rouge, et pour cultiver la même foi et viser les mêmes buts. Le message du président Traoré n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Aussitôt, le Premier ministre lui a réitéré l'engagement de tout le gouvernement pour l'atteinte des objectifs de l'heure. Le Premier ministre et les ministres formeront avec le président de la République un duo. Et il n'y aura pas de duel entre le président de la République et le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Et je voudrais l'assurer de notre engagement à l'aider le plus efficacement possible à remplir cette mission au nom du peuple malien. L'heure de l'action semble sonner avec le gouvernement Django Sissoko, une équipe qui entend œuvrer dans la foulée pour améliorer davantage le bien-être des citoyens. En clair, faire de la lutte contre la pauvreté et la cherté de la vie une priorité, tout comme la question de l'emploi des jeunes. Pour ce premier conseil de ministres au niveau des services du protocole et de la sécurité, tout était mis en place pour accueillir cette nouvelle équipe à Koulouba. Anciens et nouveaux se sont retrouvés avec en tête le président de la République dans une parfaite ambiance, nous dit Sidiki Dambélé qui était dans les coulisses. Des verres à boire au pot de fleurs en passant par les chevalets, tout était parfaitement soigné ce mercredi au palais de Koulouba avant l'arrivée de la nouvelle équipe gouvernementale. Le tout sous l'œil vigilant d'un important dispositif sécuritaire en alerte devant les balais de Mercedes noirs aux vitres teintées. À bord, des ministres dont certains découvrent pour la première fois la salle du Conseil des ministres et mesurent déjà l'énormité de la tâche qui les attend. Que la paix revienne dans notre pays et que nous organisons des élections les plus rapidement possible, des élections crédibles et acceptées par tout le monde. Comment imaginez-vous cette salle déjà, la mythique salle du Conseil des ministres? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Les défis, c'est connu par tous les Maliens. C'est les élections, c'est la libération du nom. C'est l'émotion. Je ne peux dire que ça, je suis ému. Comment imaginez-vous déjà la salle du Conseil des ministres? Bon, comme je l'ai vu plusieurs fois à la télé, je crois que je la trouverai comme je la vois tout le temps à la télé. Pour d'autres ministres déjà plongés dans les dossiers, c'est la continuité. L'équipe est certes remaniée, mais les défis restent les mêmes. Nous qui avons été reconduits et les nouveaux, nous sommes tous
très très engagé pour le Mali, et puis le Mali est en marche. On gagne ensemble et on perd ensemble, donc c'est toute l'équipe qui est en marche. L'équipe est au grand complet dans la salle et c'est parti pour les travaux qui vont durer 1h49 minutes loin des caméras. Heureusement qu'il y a là un porte-parole bien dans son rôle. Je disais un seul mot, dit que nous avons pleinement conscience du défi que nous avons à relever. Mais je le dis, je le précise, quel que soit le défi, il faut des hommes pour les relever. Ici, l'on est tous convaincus qu'il n'y a plus de temps à perdre et qu'il faut engager une course des fonds contre la montre. Les urgences n'attendent pas. Bon vent, la nouvelle équipe, le Mali a enregistré un manque à gagner de plus de 600 milliards de francs CFA cette année suite aux conséquences des crises qu'il traverse. Dans ce contexte, la relance rapide de la coopération technique et financière est le souci majeur du gouvernement de transition, et cela pour améliorer les conditions de vie des Maliens. Ce sont les propos du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'ouverture hier de la réunion conjointe entre le gouvernement du Mali et les partenaires techniques et financiers. Le compte rendu d'Abraham Mega. Cette réunion conjointe entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers se tient dans un contexte particulier marqué par les conséquences des crises politico-sécuritaires et la mauvaise campagne agricole de 2011. Cette année 2012 est considérée comme une année difficile, illustrée par l'occupation des régions nord du Mali, la suspension de la coopération technique et financière de certains partenaires suite aux événements du 22 mars dernier. Ces différents événements ont privé notre pays de près de 600 milliards de francs CFA. Cette rencontre a pour objectif de promouvoir un dialogue approfondi reflétant les enjeux de la transition, les préoccupations actuelles sur la gestion des finances publiques et les perspectives budgétaires à court terme. Ces chocs ont ébranlé les fondements de l'économie. Le taux de croissance du produit intérieur brut en 2012, qui avait été estimé à 5,6%, a finalement été moins 1,5% à nos estimations actuelles. Cette contraction du PIB s'explique par un recul généralisé des activités dans le secteur secondaire et du secteur tertiaire. Ces assises permettront également au gouvernement de faire une revue d'ensemble des préoccupations de notre pays. Par exemple, les orientations budgétaires axées sur les priorités de la transition pour la période 2012-2013, l'exécution à mi-parcours du budget 2012, la mobilisation des ressources de l'État et le système de contrôle des finances publiques. Tout comme les années précédentes, le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté servira de référence pour les politiques économiques, financières et sectorielles mises en œuvre en 2012-2017, en se focalisant sur les objectifs de la transition et sur la feuille de route qui en découle. La rencontre a également été l'occasion pour le ministre de l'économie, des finances et du budget d'expliquer à ses interlocuteurs les priorités du gouvernement de la transition, à savoir la relance rapide de l'appui des partenaires techniques et financiers. Le projet collectivité territoriale et développement local est arrivé à terme. On retiendra qu'il a réalisé plus de 200 infrastructures dans plusieurs domaines dans 147 collectivités des régions de Tombouctou et Mopti. Le projet, qui aura duré 6 ans, était financé par le Mali et ses partenaires à plus de 6 milliards de francs CFA. Daouda Sidiki Diarra. 6 ans après sa mise en œuvre, le projet collectivité territoriale et développement local arrive à terme. L'heure est donc venue pour ce projet, le gouvernement malien et les partenaires financiers, de faire un regard rétrospectif sur les différentes réalisations dans les zones d'intervention du projet. Les infrastructures qui devaient être réalisées ont été faites. C'était des infrastructures dans les secteurs de base. À peu près 200 infrastructures ont été réalisées sur les zones de Mopti et Tombouctou. Les collectivités locales en sont en charge. Et pour aider les collectivités locales à continuer à pouvoir les exploiter, les entretenir, etc., on a ce système de suivi qui a été mis en place. On a appuyé la DNCT, la Direction générale des collectivités territoriales, à le mettre en place. Et la Direction générale va donc continuer à suivre les collectivités et à les aider pour appuyer leur capacité. Financé à plus de 6 milliards de francs CFA, ce projet a visé de façon durable l'amélioration de la gouvernance locale et les conditions de vie des populations dans les régions de Mopti et Tombouctou. Malgré la crise qui traverse notre pays, d'importants résultats ont été atteints, à faire remarquer la directrice de la coopération multilatérale. Je tiens particulièrement à féliciter l'équipe du projet
pour le bilan très positif obtenu. Comment ne pas remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu accompagner le gouvernement du Mali dans ses efforts de développement à travers le financement de ces projets. Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour solliciter encore une fois votre accord en vue de boucler les investissements en cours ainsi que l'accompagnement des communes pilotes pour la mise en œuvre des actions prioritaires des plans d'action de SAFIC. Ce projet couvre 147 collectivités territoriales, dont 116 dans la région de Mopti et 31 dans la région de Tombouctou. Il est né du partenariat entre le Mali, le PNUD, le Fonds d'équipement des Nations Unies, le Fonds belge de survie et l'Union européenne, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg. L'implication du genre dans le travail législatif durant la transition, le sujet est au cœur de 2 jours de formation à l'Assemblée nationale. Les échanges portent sur les acquis et les obstacles liés à la protection des droits de la femme et les expériences internationales en matière d'intégration du genre, avec comme exemple les cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Le compte-rendu de Ramata Konati. Députées et représentantes d'organisations et d'associations féminines et celles des confessions religieuses, tous ont répondu présents à cette rencontre sur le genre, une rencontre dominée par 3 communications. La première passera au peigne fin les acquis et les limites du Mali en matière de protection des droits de la femme. Quant à la seconde communication, elle édifiera les participants sur les expériences du Sénégal et de la Côte d'Ivoire en matière d'intégration du genre sur le plan législatif. Et la troisième, axée sur les instruments juridiques internationaux, fera l'état des obstacles juridiques et psychosociologiques dans le domaine de l'application de ces règles. La rencontre va également proposer des solutions pour une meilleure prise en compte de ces conventions dans le droit malien. En somme, les débats de 2 jours portent sur les contours du secteur, égalité des opportunités et des capacités entre hommes et femmes. Une question importante aux yeux des députés. Elle présente à la fois un enjeu sociétal pour réduire les inégalités, les facteurs d'exclusion et assurer un développement humain équitable. Un enjeu démocratique, celui de l'égalité en droit et en dignité des hommes et des femmes, ainsi qu'un enjeu économique pour lever les entraves à la contribution économique des femmes et favoriser une croissance en faveur des populations pauvres et vulnérables. Il nous faut davantage réfléchir sur la question et dégager les voies et moyens susceptibles de nous permettre de mieux intégrer le genre dans le processus législatif de la transition. Cette transition doit être donc pour nous une opportunité pour renforcer l'égalité genre au Mali. Cette rencontre sur l'implication du genre durant la transition est initiée par le réseau des femmes parlementaires en collaboration avec l'Institut national démocratique et le Royaume du Danemark. Actualité hors de chez nous, malgré l'engagement du président américain, timide début de débat sur le contrôle des armes à feu, quelques jours après la fusillade dans une école qui a fait plusieurs morts. Aux États-Unis, avoir une arme, c'est défendre sa liberté. La culture des armes vient d'un attachement historique de la guerre contre la Grande-Bretagne à la conquête de l'Ouest, celui de la légitime défense protégée par le second amendement de la Constitution. Le pays est le champion du monde des armes détenues, 270 millions. Le président américain Barack Obama s'est dit mardi favorable à un projet de loi visant à bannir les fusils d'assaut. Il appuie activement la déclaration d'un projet de loi, à l'exemple de celui de la sénatrice Feinstein, en vue de bannir les armes d'assaut. Le débat sur les armes à feu aux États-Unis s'est intensifié après le massacre de l'école Sandy Hook, qui a traumatisé le pays en raison du très jeune âge des écoliers tués. Cette culture des armes répond aux problèmes criminels actuels. Le puissant lobby des armes de la NRA a capitalisé sur les coupes-sombres des services publics et de la police. Le puissant lobby est resté silencieux par respect pour les victimes. Les partisans du contrôle des armes souhaitent voir un changement de mentalité. Il faut des pourparlers nationaux, durables et réfléchis, et des solutions sur cette épidémie de violence par les armes à feu. Une discussion qui soit respectueuse du deuxième amendement, mais consciente du risque que cela pose aux familles et aux quartiers. Bannir définitivement les armes, une idée qui a fait son chemin. Un fonds d'investissement a annoncé mardi son intention de se débarrasser de sa participation dans la fabrication d'armes, illustrant le malaise des investisseurs après la tuerie de la semaine dernière à Newtown.
Un tour d'horizon dans le monde avec l'actualité marquée par l'élection présidentielle en Corée du Sud. Le gouvernement américain s'est prononcé sur la politique coloniale de l'État d'Israël en Cisjordanie. Et nous serons également en Irak où l'état de santé du président s'est amélioré. Les Sud-Coréens aux urnes pour élire leur nouveau président. Et cela pourrait être une femme. Park Geun-hye, la candidate du parti conservateur, est donnée gagnante par les derniers sondages. Âgée de 60 ans, elle est la fille d'un autocrate qui a régné 18 ans sur le pays avant d'être assassinée. L'enjeu du scrutin présidentiel est de taille, relancer l'économie de la 4e puissance asiatique et apaiser les relations avec le voisin nord-coréen. Les États-Unis disent non à la poursuite de la colonisation de Jérusalem-Est. Israël s'apprête à y construire 5000 nouveaux logements. Le département d'État américain s'est dit profondément déçu et qualifie ces nouvelles colonies de provocation. Elles compromettraient la viabilité d'un nouvel État palestinien. L'autorité palestinienne a de son côté menacé de saisir la Cour pénale internationale. Le président irakien va mieux. Victime d'un accident cérébral mardi, Jalal Talabani reste néanmoins hospitalisé dans un hôpital de Bagdad. Âgé de 79 ans, le président irakien de santé fragile a déjà suivi plusieurs traitements médicaux à l'étranger. Depuis la chute du régime de Saddam Hussein, Jalal Talabani est présenté comme un pacificateur influent entre les différentes communautés du pays. La grogne des enseignants du primaire au Canada. Dans la province de l'Ontario, la plus peuplée du pays, ils étaient 35 000 à faire grève. Les enseignants protestent contre le gel de leur salaire pendant 2 ans en raison de coupes budgétaires, mais également contre une loi controversée qui restreint leur droit de grève, une loi qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Retour à l'actualité nationale avec du football. Et hier, le président de la République par intérim a accueilli l'équipe militaire de football, vainqueur de la Coupe d'Afrique militaire de la discipline Camfoot. C'était au stade Modibo Keïta avec tous les honneurs, nous dit Isaac Thiam. C'était un président de la République par intérim heureux avec à ses côtés plusieurs membres du gouvernement et des responsables du sport malien qui a reçu la Coupe d'Afrique militaire de football. Un trophée remporté en Côte d'Ivoire par l'Union sportive des forces armées de sécurité qui a exécuté avec réussite les instructions de ramener au pays cette coupe qu'elle avait manquée en 2004 ici à Bamako. Pour atteindre cet objectif, il a fallu beaucoup de courage, de la combativité, d'esprit de civisme et de la solidarité. Des valeurs dont l'armée a besoin pour la reconquête du Nord. Les footballeurs de l'espace, par une bonne cohésion et une discipline rigoureuse, viennent de prouver une fois de plus que la force principale des armées se forme sur des piliers constants, l'unité d'action, la confiance portée au chef et l'intérêt accordé aux subordonnés. J'invite l'ensemble des personnels des forces armées et de sécurité à s'inspirer de ce bel exemple d'engagement, surtout en cette phase particulièrement critique de l'histoire de notre pays. Que tous retiennent en permanence que l'engagement individuel contribue toujours à la victoire collective. Par ailleurs, j'engage les chefs militaires, à quelque niveau qu'ils soient, à mobiliser toutes les ressources disponibles pour mener les hommes à la victoire finale. Je reste persuadé que cette éclatante victoire de l'espace est le signe précurseur de la libération prochaine par toute l'armée malienne cette fois, de nos régions aujourd'hui occupées et soumises à toutes les humiliations. Cette victoire est pleine de symboles selon le président de la République par intérim qui n'a pas caché sa satisfaction. Djamouda Traoré invite tous les Maliens à s'inspirer de l'exemple des footballeurs militaires. L'ISFAS vient de nous administrer. Et lorsqu'on joue en équipe, on gagne toujours. Symbolique, parce que je considère pour ma part que cette victoire est un clin d'œil de la part du Tout-Puissant. Parce qu'elle vient justement de l'armée malienne. Et ses forces
dont nous aurons besoin dans quelques semaines ou dans quelques mois pour libérer le nord du Mali. Cette victoire est donc une victoire prémonitoire d'autres victoires plus grandes et plus éclatantes encore. C'est la raison pour laquelle, pour exprimer à nos joueurs de l'espace, pour leur dire à quel point la patrie est fière d'eux, que j'ai décidé, en tant que chef suprême des armées, d'élever chacun des joueurs au grade supérieur. L'USFAS, à titre de rappel, a remporté la 8e édition de la Coupe d'Afrique militaire dotée du trophée Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire en battant en finale le tenant du titre, le Cameroun, par 1-0. Nous sommes à la fin de cette édition. Retrouvez Ndeye Sissoko à 18h et 20h. Merci de rester du cœur rédaction avec nos parents des régions sous occupation. Bonne suite de nos programmes.